Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la perversion narcissique et du système. Alors quand on fait de la systémique, je vais expliquer ce que c'est. C'est justement le fait de ne pas regarder seulement si un ou l'autre individu dysfonctionne, mais regarder le système dans l'ensemble. Donc un système c'est quoi? Ça peut être une famille, ça peut être en tout cas un groupe de personnes qui entretiennent des relations conflictuelles, des relations difficiles. Et on va voir comment ça se produit justement avec la perversion narcissique, parce que ça joue aussi. On en avait parlé justement dans le fait du harcèlement scolaire, où ce n'est pas seulement une personne qui va harceler une autre personne, c'est un groupe de personnes qui participent. Il y a des acteurs plus ou moins actifs, d'autres plus ou moins passifs. On va voir ici ce cas-ci dans la perversion narcissique. Alors quand il y a un pervers narcissique, forcément il y a des personnes autour, et ces personnes autour, il faut qu'elles aient un type de comportement pour que la perversion narcissique puisse se mettre en place et puisse en fait fonctionner, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que la relation de perversion narcissique va continuer. Donc autrement dit, la victime va continuer d'être victime parce que personne ne la défend, parce que personne ne s'oppose à ce mécanisme-là, et même, ça va plus loin que ça, la victime va participer. Alors on va voir comment on peut parler en fait d'une certaine complicité de la victime, même si c'est pas vraiment ça, parce que elle n'a pas choisi. Donc la personne qui est victime d'un pervers narcissique n'a pas choisi, n'a pas vu venir, n'a pas su décoder ce qui se passait, ne comprend pas ce qui se passe, et du coup forcément a du mal à réagir de bonne façon, de manière à se défendre et à se retirer de l'emprise. Alors pour que l'emprise reste en place, effectivement, il faut que la victime pense que la haine que le pervers narcissique met en place contre elle n'est soit pas de la haine, ou soit de l'amour, que cette haine en tout cas peut se retourner en amour. Or dans la perversion narcissique, ce n'est pas du tout ça. C'est pas un amour qui s'est retourné en haine par frustration, comme on pourrait le voir dans certains couples, hein, quand on est déçu de certaines choses, ou déçu de l'amitié, ou déçu de quelque chose dans la relation, et à ce moment-là, effectivement, l'un des deux peut utiliser en tout cas des manœuvres de manipulation pour faire mal à l'autre, parce qu'il y a eu des frustrations, parce qu'on n'arrive plus à dire les choses, parce qu'il y a des non-dits justement dans la relation, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Alors qu'en réalité, dans la perversion narcissique, c'est un mécanisme qui est autonome. C'est un peu comme dans le harcèlement on ne peut pas l'arrêter, c'est quelque chose d'autonome qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de la relation en tant que telle. C'est simplement que la victime est devenue victime parce qu'elle était là, parce qu'elle correspond aussi à certains critères de gentillesse, d'empathie, de possibilité, d'avoir envie justement d'arranger les choses, et le fait de croire toujours qu'en fait on va pouvoir changer les choses de façon à ce que l'autre nous aime. Donc il y a une recherche comme ça d'amour qui est normale, hein, souvent, parce que on peut pas imaginer que quelqu'un ne puisse pas avoir d'amour, que quelqu'un s'intéresse à nous mais qu'il n'y a pas d'amour derrière. C'est assez particulier, assez bizarre pour la plupart des personnes, et le fait est aussi que beaucoup de personnes laissent faire le pervers narcissique parce qu'on a du mal à imaginer effectivement qu'il y a vraiment ce mécanisme qui existe, qui est mis en place. Beaucoup de personnes ne croient pas à la perversion narcissique, ne croient pas vraiment à la manipulation, ou n'ont pas envie de le voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi leur monde qui risque d'être chamboulé par le fait de constater que ça puisse exister et que c'est autonome justement, et que cette haine-là est si forte et peut ne viser que la destruction de la victime de façon tout à fait gratuite, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de gratuit. On n'est pas en train de voir une vengeance à l'œuvre, et pour les personnes extérieures, parfois ils ont du mal justement à identifier qui est le manipulateur, qui est le manipulé, donc ils n'interviennent pas aussi pour ça, par peur de se tromper, par peur d'être pris pour cible, et par impossibilité de constater que ça existe réellement, impossibilité de se dire que oui, effectivement, on n'est pas plutôt dans une situation de vengeance. Parce que évidemment, si on était dans une situation de vengeance, il se dirait d'office, ben moi je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, parce que après on verra comment ça va se décanter, et si je prends parti pour l'un ou l'autre, eh bien je perds en fait l'une des deux relations. Donc il y a des personnes qui réagissent comme ça. Alors dans la famille, etc., c'est assez évident que la perversion narcissique, elle se met pas en place comme ça. Il y a une haine qui est historique généralement dans la famille, et qui va se manifester à ce moment-là dans cette perversion narcissique. C'est-à-dire que l'individu qui est pervers narcissique va tout faire pour faire souffrir la victime, il va le prendre pour cible justement, comme si cette extériorisation de la haine va en fait arranger temporairement les problèmes de la personne qui est haineuse. Hein. Donc plutôt que de retourner cette agressivité contre elle-même, là, la perverse narcissique, pour survivre, va le diriger vers quelqu'un d'autre. Et donc
évidemment, toutes les personnes qui sont autour vont être plus ou moins complices dans le sens où les personnes vont faire en sorte que, effectivement, ils marchent sur des œufs, effectivement, ils vont sauvegarder les apparences, effectivement, on va faire tout pour que ça paraisse être une famille normale. Donc la complicité dont on parle ici n'est pas une réelle complicité où on se dit ok, moi je veux être ton complice, je veux faire ça avec toi, où on est conscient de ça, on n'est pas du tout conscient, c'est quelque chose, un mécanisme qui est inconscient. Et quand on parle de complicité, on n'est pas dans la réalité vraiment, quand on parle de complicité, il y a l'envie d'aider l'autre, l'envie d'être avec l'autre, de faire du mal mais avec l'autre. Ici c'est pas du tout ça. C'est effectivement le système qui va participer au fait que la perversion narcissique est mise en place. Donc elle est possible qu'à partir du moment où les autres ne réagissent pas trop ou participent justement. Et participent comment? Ben justement en marchant sur des œufs, en faisant en sorte que on va pas trop essayer d'attiser la colère justement du pervers narcissique, mais on va espérer que cette colère se porte sur quelqu'un d'autre ou sur une autre situation, et du coup on va essayer de tamiser les choses. Donc chacun essaye d'arranger les choses. Et souvent, quand ce sont des relations saines, le fait d'arranger des choses, de marcher sur des œufs, etc., de ne pas nécessairement aller titiller la personne au mauvais endroit, donc c'est-à-dire sur des sujets sur lesquels cette personne est susceptible ou possible, ou justement que c'est possible que la personne va réagir d'une mauvaise façon agressive, etc. Là, dans une relation saine, en tout cas, on va laisser passer l'orage, sauf que dans la perversion narcissique, l'orage ne passe pas, il reste permanent, puisque c'est un mécanisme qui est autonome. Et tant que les personnes n'auront pas compris ça, eh bien, ils vont continuer, faire perdurer en fait cette agressivité-là, cette haine-là, et la permettre aussi. Donc la victime, elle, généralement, va tout le temps espérer être aimée, et va se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir être aimée comme ça? Donc l'autre m'accorde de l'attention, donc quelque part c'est de l'amour, il y a quelque chose de l'ordre de on confond cet attrait-là avec de l'amour. Si l'autre est à ce point, tient à ce point à être en contact avec moi, eh bien c'est que forcément il y a de l'amour derrière. Or non, c'est pas du tout ça. L'autre tient absolument à ce contact-là parce qu'il lui faut une victime pour pouvoir justement s'extérioriser au niveau de sa haine, au niveau de se sauvegarder quelque part. C'est un mécanisme de survie qui est autonome, et peu importe qui va servir de victime, s'il y a une victime disponible, forcément le pervers narcissique va y aller, et ce n'est pas du tout de l'amour, ce n'est pas du tout de l'attachement, il y a une sorte de dépendance effectivement, parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a besoin de ça pour se sentir vivant, pour se sentir presque bien. Et du coup, forcément, la victime ne comprend pas forcément et reste dans une zone qui lui est inconfortable, où justement on est plus ou moins dans quelque chose d'agressif, mais l'agressivité est plus ou moins masquée, donc on sait pas très bien si c'est de l'agressivité ou pas, on sait pas très bien ce qui se passe, du coup on entretient ça, et peut-être que comme c'est ce qu'on a toujours connu, comme dans le cas d'une famille, un enfant qui a un parent pervers narcissique, généralement, va considérer comme normal cette relation-là pendant tout un moment. En tout cas, c'est quelque chose qui est familier, et même si à un certain moment, la personne se dit mais c'est pas comme ça chez les autres, et donc forcément met le doigt sur le fait que ça devrait peut-être pas fonctionner comme ça, il y a quand même la plupart du temps un compromis, on va dire, où la personne se dit ok, ça fonctionne comme ça, mais je vais rester dans ce que je connais, parce qu'après ce que je ne connais pas me fait peur. Si je me révolte, on va voir ce qui se passe. Et c'est justement quand la personne se révolte, refuse d'être un objet, refuse d'être traitée avec haine, etc., que la perversion narcissique se met d'autant plus en place, puisque la haine devient plus forte, puisque le pervers narcissique a peur de perdre la personne qui est sous emprise, et donc automatiquement la haine est plus forte, les attaques sont plus virulentes, et pour avoir la paix, on va dire, la victime passe son temps à marcher sur des œufs, à essayer de faire ce qui doit être fait, et on a comme ça un sentiment que cette famille paraît à l'extérieur idéale. Donc en fait c'est tout le système, c'est toute la famille en question qui va entretenir le fait que cette image-là, qui va entretenir l'image idéale à l'extérieur, le fait que effectivement c'est quelque chose qui devrait pouvoir être sain. En tout cas ça paraît sain, mais ça ne l'est pas du tout, c'est dysfonctionnel, et chacun participe comme il peut justement à rétablir un certain équilibre. Et c'est le fait de vouloir chercher à rétablir cet équilibre là qui fait qu'au final la perversion narcissique peut se jouer, qui fait qu'au final la victime est victime, que personne ne vient la défendre, et parfois la victime ressent justement cette incohérence familiale. Au fond les autres sont en train de dire qu'ils l'aiment, mais au fond on
personne ne le défend, parce que quelque part ça arrange bien les autres, puisque tant que cette victime est prise pour victime, ben, les autres ne sont pas attaqués, les autres sont plus ou moins tranquilles, on va dire, et chacun s'arrange de ça, on va dire, et donc du coup bah, ça crée des situations vraiment difficiles qui peuvent être extrêmes, où la violence peut se manifester, et quelque part avec une certaine légitimité de la famille, enfin légitimité n'est pas le mot, c'est-à-dire que chacun a choisi de fermer les yeux sur ça, chacun est conscient plus ou moins qu'il se passe un truc qui est pas normal, certains plus que d'autres dans la famille, mais on laisse faire quand même, on estime que c'est pas son problème, que c'est du fait du couple par exemple, donc on n'a pas, quand on est parent d'un enfant qui est en couple avec un pervers narcissique, on n'ose pas intervenir parce que justement on a peur de perdre la relation avec cet enfant, ou on a peur aussi du retour de flamme du pervers narcissique sur nous-mêmes. On a aussi le fait de se dire mais comment je dois intervenir, et on reste dans une situation en fait où on maintient quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnel, justement parce qu'on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas trop bien quelle place, comment se positionner, et forcément il y aura des pots cassés, et c'est justement ça, la peur d'avoir des impacts sur les relations, la peur aussi du qu'en dira-t-on éventuel de la société, ou des voisins, des amis, de la famille. On n'a pas trop envie de mettre ça en lumière, parce que tant que ça n'est pas mis en lumière, on a l'impression que le problème n'existe pas, et il y a, si vous voulez, une sorte d'accord tacite où tout le monde a choisi de se taire, choisi, non pas réellement choisi, mais par facilité, pense que c'est plus facile de continuer là-dedans que de faire éclater ce système-là. Et c'est justement ce qu'on fait en thérapie, c'est quand on fait des thérapies familiales, des thérapies de groupe, donc c'est-à-dire on reçoit plusieurs personnes à la fois, et il y a généralement plusieurs thérapeutes, ça peut être des psys, ça peut être des psychiatres, ça peut être... Enfin bon, il y a plusieurs personnes, ça peut être des infirmiers référents qui sont formés en psychologie, enfin... Donc c'est toutes des personnes qui ont eu en tête à tête chacun des membres de la famille, donc chacun est, si vous voulez, allié avec un... Enfin voilà, son patient, plus ou moins, chacun a pu se confier, et chacun connaît la problématique de façon séparée, et on va prendre la famille ensemble pour voir justement comment faire éclater ça, donc on va graver, si vous voulez, le conflit quelque part, comme on fait dans les problèmes de couple, de famille classiques, sauf qu'ici c'est plus particulier, puisque le pervers narcissique ne changera jamais, donc il va juste chercher une autre victime, mais malgré tout on va essayer de libérer la victime, on va essayer de faire exploser ces accords tacites, de les rendre justement compréhensibles pour chacun, et du coup de faire en sorte que chacun se positionne de manière différente dans le système. Si une personne modifie son comportement, normalement ça va avoir un impact, ça c'est la théorie systémique, ça va avoir un impact sur l'ensemble du système, et un système c'est un groupe de personnes, hein. Un système ça peut être une entreprise par exemple. Si l'un modifie son comportement, par exemple il y en a un qui est chargé de faire une partie du travail, ça arrange tout le monde, on lui remet sur le dos, etc. Comme souvent dans la manipulation, dans la perversion narcissique aussi, et bien si celui-là refuse de faire son travail en se mettant en maladie, ben forcément ça impacte sur le système, les autres vont devoir reprendre ce travail-là et fonctionner différemment. Donc c'est ça, hein. On essaye en fait que le système fonctionne différemment, et en faisant éclater les choses, eh bien les choses vont se remettre d'une autre façon. C'est pas toujours exactement comment, parce que on sait pas exactement comment les personnes vont réagir, même si on essaye de mener les personnes vers quelque chose de plus sain de toute façon, mais on va aggraver le conflit, on va le mettre en lumière, on va en parler, enfin tout ça va faire que le pervers narcissique, lui, quand il est découvert, ou elle quand elle est découverte, elle va, ou il va se mettre dans une zone d'ombre, et parfois passer dans la zone de victime, hein, essayer de faire croire qu'on est victime. Sauf que quand le pervers narcissique se plaint, la plainte du pervers narcissique comme quoi il ou elle serait victime de la situation, est plutôt une revendication. Reconnaissez ma souffrance, voyez comme je souffre, voyez comme vous me devez quelque chose du coup. C'est ça, hein, que le pervers narcissique vous dit, même si on entend juste le « oh j'ai mal au ventre, oh j'ai mal ci, par là », ou « tu as souffert, mais moi j'ai souffert plus que toi ». Ça ce sont des paroles typiques des pervers narcissiques qui revendiquent en fait leur souffrance, qui revendiquent une place qu'ils n'ont pas à avoir en réalité, parce que en faisant ça, il néglige la souffrance de la victime, et aussi il l'empêche quelque part de la reconnaître cette souffrance, et du coup d'y réagir.
Donc on va maintenir la victime dans quelque chose qui est de l'ordre de la confusion, on en avait parlé, hein. Les pervers narcissiques essayent toujours de rendre les autres confus, et c'est tout le système qui au final est confus, ne sait plus trop bien comment il doit réagir, a peur éventuellement des conséquences, et du coup fonctionne comme ça, et on reste dans quelque chose qui est malsain. On laisse justement faire cette agressivité-là, on la laisse en place, parce que justement on ne sait pas comment faire, on a peur des conséquences, on ne sait pas comment se positionner, on a peur éventuellement des changements aussi, hein. Donc ça, c'est le pervers narcissique qui met ça en place dans la famille, dans le système en question, dans la société, au travail, à l'école. Donc c'est vraiment, quand on a un groupe de personnes, c'est un système, et quand ça dysfonctionne, c'est du fait de tout le monde, je dirais. Même si chacun n'est pas responsable réellement de la situation, chacun a pourtant un rôle qu'il joue, et ce rôle-là, s'il est modifié, peut éventuellement modifier aussi de façon importante le fonctionnement du pervers narcissique, au point que ce pervers narcissique peut se mettre dans l'ombre. Bon, pour faire fuir un pervers narcissique, il faut mettre tout ça en lumière, il faut dire non, je ne suis pas d'accord, de manière ferme, l'exprimer clairement, reconnaître la souffrance de la victime, défendre la victime ou qu'elle se défende elle-même, mettre en avant le fait que ce n'est pas acceptable, et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que dans la perversion narcissique, le pervers narcissique fait des attaques, mais qui sont toujours à la limite de l'acceptable. Et donc du coup on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, jusqu'à ce que effectivement on puisse avoir ce courage-là de dire non, je veux pas continuer d'accepter ça, ce n'est pas normal, j'arrête ici. Et donc à partir du moment où vous ne jouez plus ce jeu-là, eh bien c'est comme une danse, le pervers narcissique ne peut pas danser tout seul. Et donc du coup qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont aller chercher une autre victime, ou changer de milieu. Donc c'est comme ça que parfois ils coupent les liens avec la famille, parce que justement ils ne trouvent plus de quoi se nourrir dans leur perversion, parce que la famille a refusé de fonctionner comme ça. Donc voilà, et parfois le fait de recevoir une nouvelle personne dans la famille, si la fille par exemple a un conjoint qui vient s'ajouter, ça peut être révélateur. Donc cette personne extérieure peut comprendre qu'il y a un dysfonctionnement. Mais souvent cette personne-là, même extérieure, va s'adapter au fonctionnement, ne va pas oser en fait remettre en cause ce fonctionnement-là, va essayer de se faire accepter, alors qu'en réalité l'acceptation ne se fait pas, hein. Un pervers narcissique n'accepte personne, n'aime personne, et tant qu'il y a cette idée qu'on entretient que le pervers narcissique est possiblement aimant et pourrait changer, eh bien forcément ça ne change pas, ça maintient le statu quo, ça maintient les victimes sous dépendance, ça maintient la haine, l'agressivité, en tout cas ça permet au pervers narcissique de continuer dans cette voie-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé aussi sur la question du système. Donc c'est une autre façon d'être conscient, de lire le problème, que de se dire que oui effectivement c'est toute la famille qui va intervenir, et du coup pour résoudre un problème de taille, il faudrait aussi que ça soit toute la famille qui participe, toute l'entreprise quand il y a un problème dans l'entreprise, et on sait que ça c'est idyllique parce qu'il y a toujours des membres qui ne veulent pas aller en entretien, qui ne veulent pas prendre ça au sérieux, qui simplement sont incapables pour eux-mêmes de voir ça en face, parce que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Et puis peut-être aussi il y a la question de la culpabilité, oui mais alors est-ce que je suis responsable peut-être de ça, et du coup est-ce que je saurais vivre avec cette impression de culpabilité, avec le fait que peut-être je regrette mon attitude d'avant, alors que il n'y a rien à regretter parce que vous avez été piégé comme tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos, et je vous embrasse évidemment très fort. Prenez soin de vous, à ciao, bye bye.